chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, la christianophobie en France, la triste et habituelle litanie des actes antichrétiens en France avec Daniel Lamiche, rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie et de Chrétiens persécutés. Ensuite, nous recevrons l'universitaire Michel Fauquier, historien, qui vient nous parler d'un ouvrage monumental qu'il a écrit sur la sainteté en Gaule. Et enfin, nous recevons le philosophe Guillaume Golphin, qui vient nous parler du Collège Saint-Germain, une initiative de la recherche ou de l'enseignement supérieur catholique. Et donc tout de suite, je me tourne vers Daniel Lamiche. Bonjour Daniel. Bonjour Guillaume, heureux de vous retrouver sur ce beau plateau. Oui, et surtout en ce jour où nous fêtons l'anniversaire du Motu Proprio Summorum Pontificum. C'est vrai. Petite pensée pour Benoît XVI et un petit remerciement d'avoir libéré la messe traditionnelle. Fin de la parenthèse. Nous parlons aujourd'hui... Je ne sais pas si elle est vraiment libérée, mais enfin bon, on est sur le bon chemin quand même. Voilà, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, on va parler des actes antichrétiens en France. Vous êtes un habitué de ce plateau pour parler de ce genre de sujet. Peut-être que depuis la dernière fois que vous êtes venu ici, la principale nouveauté, si je puis dire, c'est l'incendie de Notre-Dame. Oui, bien sûr. Donc énorme émotion dans le monde catholique français, énorme émotion dans le monde français tout court et énorme émotion dans le monde catholique tout court. Mais Notre-Dame, si on peut dire, ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt ou l'incendie qui cache les actes antichrétiens. Il y a autour de Notre-Dame beaucoup de problèmes en France. D'un côté, il y a la réaction très surprenante du gouvernement et des loges maçonniques et autres autour de Notre-Dame. Et de l'autre côté, il y a les actes antichrétiens qui suivent pendant la démolition. La démolition continue. Voilà. Ce qu'on peut dire sur Notre-Dame, parce qu'on ne peut pas dire grand-chose sur Notre-Dame. Absolument. Parce que si je le savais, je serais le journaliste numéro 1 du monde entier. Personne ne sait très bien. Ce qu'on peut dire de Notre-Dame, c'est qu'il ne s'agit sans doute pas d'un acte antichrétien, au sens qui relèverait donc de notre observatoire de la christianophobie, mais que beaucoup de commentaires qui ont été faits après l'incendie sont vraiment de nature quand même à tout le moins antichrétienne. Alors soit par haine antichrétienne, soit par bêtise quand même. Alors dans le chapitre de la bêtise, avec votre permission, bien sûr, je rangerai quand même notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a dit... Alors, il n'a pas dit que ça, parce qu'en fait, c'est tout un blablabla qu'il a fait comme ça en improvisant. C'était un peu du n'importe quoi. Donc, alors, on a tiré la phrase. C'est un peu... Des fois, il faut bon... Dans l'escargot, le meilleur, c'est quand même ce qu'on tire, hein, c'est pas la coquille. Bon. Mais il dit quand même que, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'est pas une cathédrale. Alors, évidemment, comment ça, ils ont vu cette phrase? Non. Alors, il y a tout un falbala avant, et puis un falbala après, mais c'est de la bouillie pour les petits chats, si vous voulez, mais bon, il dit que, mais en même temps, on voit que c'est un homme qui n'a pas beaucoup réfléchi à ce que représente véritablement Notre-Dame, d'abord pour la foi catholique, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est pas un monument, c'est pas c'est une cathédrale. C'est une cathédrale, c'est-à-dire c'est le siège d'un évêque, hein, bon voilà, et on l'a fait, comme disait d'ailleurs avec beaucoup de justesse Michel Aupetit, l'archevêque de Paris, quelques jours à peine après l'incendie, ce qui est, quand on voit la splendeur de ce bâtiment, comparable à la splendeur de tant de cathédrales, c'est uniquement pour y abriter, y conserver un morceau de pain. C'est encore plus beau que la cathédrale elle-même. Qui est lui-même beau, puis qui contient en quelque sorte la cathédrale tout entière, et le monde tout entier, l'univers tout entier. Ça, c'est quand même fort. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc, qu'il faille réparer, qu'il faille restaurer, qu'il faille faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, je ne suis pas du tout opposé, mais simplement, il faut respecter ce qui est de la nature réelle du bâtiment. Ce bâtiment est une église, c'est un lieu de culte, c'est un temple sacré qui contient d'ailleurs le Dieu tout entier, et il faut le respecter à cet égard. Puis c'est aussi, accessoirement, le siège de l'évêque de Paris, ce qui est quand même pas si mal que ça. Donc, on fera, c'est sans doute sous le coup de l'émotion, dans la chaleur communicative des micros qui se tendent de partout, que Christophe Castaner a dit cette chose un peu... Mais il n'a pas été tout seul à dire ça. Non, beaucoup d'autres. Alors, lui, on peut dire que c'est peut-être, il s'est un peu
il aurait mieux fait de se mordre la langue. Il a un peu, bon, il a fait du blabla. Alors, celui sur lequel on peut s'arrêter quand même un peu, c'est le grand maître le nouveau grand maître du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France, c'est la seule organisation maçonnique non régulière au monde. Voilà, c'est celle-là. Félicitations, monsieur le grand maître. Alors, Jean-Philippe Hupsch, qui lui a dit, alors lui, c'est clair. Lui, là, la citation est vraie, parce que je suis allé rechercher partout. Vous savez que le travail du journaliste consiste surtout à chercher dans les poubelles. Bon. Et ce monument historique national, est un lieu de culture. Nous n'y voyons pas un lieu de culte. Bien, eh ben oui, mais c'est l'inverse, si vous voulez. Oui. Voilà, c'est l'inverse. Ce à quoi d'ailleurs. Et là, on ne peut pas mettre ça sous le coup de la bêtise. Ah non, c'est après réflexion. C'est impressionnant. Alors, et c'est vraiment de la haine. Je lisais d'ailleurs une très belle chronique de notre ami l'abbé Michel Viau, qui connaît quand même bien ce monde de la franc-maçonnerie. Il disait, enfin, jamais aucune organisation maçonnique régulière, régulière, je mets des petits guillemets, n'aurait osé dire une chose pareille, parce que c'est attentatoire d'abord à la liberté des frères. Ouais, c'est quand même ce que vous dites, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, ce n'est pas un lieu de culte. Mais si la cathédrale de Notre-Dame de Paris n'est pas un lieu de culte, qu'est-ce qui est un lieu de culte? Enfin, bon, voilà, c'est un crétin, on n'y peut rien. Il a beau avoir des un crétin haineux quand même. Hein, un crétin haineux quand même. Oui, c'est des haineux, oui, on les sait. Ils sont tous en. Enfin, passons. On va dire du mal de notre prochain. C'est pécamineux. C'est le Plantin en l'occurrence. Mais venons-en donc aux autres attaques contre l'Église en France. Alors, on peut dire que le mois de mai, parce que les derniers chiffres que je vais vous donner sont ceux du mois de mai, nous sommes au mois de juillet, début juillet. Bon, enfin, voilà, nous aussi, on prend un petit peu de temps parce qu'il faut attendre que les événements reviennent jusqu'à nous. Alors, le mois de mai a été quand même moins catastrophique que le mois précédent, puisqu'on a compté que... Je n'ai compté. Ça veut dire qu'il y en a pas plus. J'ai compté que 36 actes. C'est un peu plus d'un par jour, quand même, pour le mois de mai. Par rapport au mois précédent, donc, qui était le mois d'avril, comme chaque avril précède mai, où là, on avait atteint un record absolu. Je crois qu'on était à 52 ou 53 actes. C'est quasiment deux par jour, qui était le mois le pire, venant après le mois le pire, et le mois le pire qui était celui de février. Février, ça d'ailleurs été quelque chose de très intéressant au plan médiatique, je dois dire, c'est que le nombre que nous avons communiqué, nous, avec nos petits moyens, venant en surcharge sur les déclarations générales, justement, de Christophe Castaner sur le nombre d'actes antichrétiens, pour l'année précédente qui était 1063, plus le nombre catastrophique, je n'avais jamais vu non plus de toute l'histoire de notre statistique de février, a fait qu'il y a eu une espèce de télescopage et que tout à coup on s'est intéressé à la christophobie, à l'observation de la christophobie, à votre personne, etc. Bon. Alors, il y en a eu que 36. 36, ça fait quand même beaucoup, mais enfin, ça veut dire qu'on en est déjà à 208 sur les 5 premiers mois de l'année. Oui. Alors, on n'a pas fini encore, hein. Il y a encore 7 mois, je ne sais pas combien. Chers amis téléspectateurs, il faut avoir en tête qu'en gros, quand nous repérons un acte, il y en a 2 autres. Il faut en compter 2 autres. 2 autres. Nous ne repérons que ce qui nous est signalé par des correspondants, puisque nous trouvons par nos propres moyens de recherche dans la presse. Dans la presse locale, il y a très souvent des petites choses comme ça qui se passent. Bien. Alors, ce qui est très intéressant de noter quand même, c'est que aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu des chiffres et des pourcentages et des choses qui arrivent. Pas seulement... Nous, ça fait 10 ans qu'on est au labeur, qu'on rame sur la galère royale, puis d'autres sont arrivés un peu plus tardivement. Par exemple, les évêques de France sont arrivés un peu plus tardivement. Il a fallu le temps quand même que tout remonte lentement jusqu'à la tête de l'institution pour qu'elle commence à se préoccuper des questions de christianophobie. Donc, commence à s'en préoccuper à la fin 2017. Et dans le courant 2018, ils ont commencé à, comme ils disent, croiser leurs chiffres avec ceux du ministère de l'Intérieur, pour être sûr qu'on se mette bien d'accord sur le nombre qu'il faut dire. Bon. L'intérêt, c'est que, contrairement au ministère de l'Intérieur qui ne le fait pas, et donc les chiffres bruts de 1103 ne veulent pas dire grand-chose en vérité, commence à faire une typologie. Et d'ailleurs reproche dans un certain nombre de textes au ministère de ne pas faire typologie. C'est nous qui avons lancé le concept de typologie et qui beuglons contre ceux qui ne font pas de typologie. Typologie, ça veut dire quel type d'acte, parce que tous les actes ne sont pas égaux en matière de crimes christianophobes. Alors, il se trouve que mes excellents confrères de famille chrétienne ont fait, voici quelques semaines maintenant, 4 semaines environ, ont fait un numéro qui traitait de la christianophobie en France.
c'est bien, parfait, très bien, excellent, excellent. Et je les félicite sur au moins un point de leur dossier, c'est d'avoir réussi à obtenir des chiffres des évêques. C'était quand même tout à fait intéressant. Alors évidemment, bon, c'est beau, hein, d'avoir réussi à voir ça, parce que donnez-nous peut-être juste parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Alors, au moins, ça n'ira pas plus loin que le mois de mars. Hein. Je vous parle, en juillet, il y a déjà les 3 premiers mois de l'année. Donc, eux ont compté 228 actes de violence antichrétienne. Et moi, vous savez, j'en suis à 208. Vous voyez, il y en a plus déjà. Il y a plus. Hein. 208 en 5 mois, alors qu'eux, ils en comptent 228 en 3 mois. 3 mois. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la nature, qui correspond à peu près à ce que je trouve, moi, dans mes recherches. Les actes de vandalisme sont toujours en tête. Hein. C'est 47%. Viennent ensuite les vols. Ouais. Ils sont de 27% pour les 3 premiers mois de l'année pour les évêques. Puis ensuite, bon, les atteintes à la présence réelle, en gros, c'est des profanations. Hein. En gros, c'est cela, profanation. Et puis des incendies aussi, des mises à feu d'église. Il y en a pour 4% sur les 208 cas qui ont été recensés. Donc, tout va très mal. Tout va très mal. On a, évidemment, on va avoir des mois un peu... Mais la prise de conscience commence à... Oui, elle commence à venir. Peut-être que c'est la première... Pour terminer sur une note vaguement positive, sur ce sujet-là, on peut rarement être positif, mais on peut au moins constater que la prise de conscience progresse. Et elle progresse parce que nous l'avons initiée. Oui, il faut quand même le dire. C'est pas pour nous rengorger ici. On n'a pas à venir ici pour dire c'est moi qui suis le plus beau, c'est moi qui suis le meilleur. Mais c'est vrai que si nous n'avions pas lancé, grâce à vous, Sir Guillaume Tulloy, cet observatoire de la christianophobie et qu'on n'y avait pas travaillé comme il fallait y travailler, aujourd'hui tout le monde s'en ficherait. Aujourd'hui, l'observatoire de la christianophobie est repris dans la presse entière, y compris la presse française et même la presse qui nous est très très hostile, je dois dire, mais aussi dans des grands médias, dans des grandes organisations autrichiennes, américaines. Enfin, tout le monde reprend l'observatoire de la christianophobie. Merci beaucoup, cher Daniel. Et donc, à bientôt, hélas, pour reparler des actes antichrétiens en France. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui le professeur d'histoire Michel Fauquier. Bonjour, professeur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier, il y a quelques mois, vous avez publié une thèse assez impressionnante, monumentale, chez Garnier, sur la sainteté en Gaule. D'où ça vient ce projet? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler sur la sainteté en Gaule? C'est un sujet pas banal. En fait... je m'intéressais à la question de l'articulation du politique et du moral. Et il se trouve que dans ce champ-là, j'ai rencontré un certain nombre de vies de saints qui ont attiré mon attention. Et finalement, j'ai trouvé plus intéressant de directement travailler sur cette question quand je me suis aperçu, ça m'a beaucoup surpris, qu'en fait, on parlait de beaucoup de choses ayant trait à la sainteté, on parlait d'un certain nombre de saints, mais qu'il n'y avait pas de travaux sur la sainteté en tant que telle, au sens de travaux globaux. Et donc concrètement, c'est des textes de l'Antiquité, parlant de saints de l'Antiquité, qui ont été utilisés beaucoup au Moyen-Âge, un peu comme des miroirs de princes ou Alors, c'est pas cet aspect-là, du coup, ne m'intéressait plus, c'était l'aspect le point de départ. Ce sont des vies de saints de ce qu'on appelle soit l'Antiquité tardive, soit le Haut Moyen-Âge. Ça correspond au 4e, 5e et 6e siècle. Voilà. C'est-à-dire le moment où on passe de ce qu'on appelle l'Antiquité à ce que l'on appelle le Moyen-Âge, qui s'est révélé être extrêmement intéressant, parce que c'est un moment où tout se met en place de notre civilisation actuelle, au fond, sur le long temps. Et alors, en particulier, il y a une chose qui est assez frappante dans la période, c'est le télescopage, si je puis dire, entre Rome d'un côté et les Francs, les barbares, les Germaniques, je ne sais pas comment on appellera ça, mais ce croisement entre des évêques qui sont les derniers défenseurs de la civilisation romaine et ces princes germaniques qui sont vaguement latinisés, mais qui sont quand même relativement loin de Rome. Oui, c'est-à-dire, vous savez, pendant très longtemps, on a présenté ça comme étant une invasion. Alors, techniquement parlant, c'en est une, puisqu'ils sont restés. Oui. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le débarquement en Normandie. C'est finalement très peu. Oui. Mais ils ont pris le contrôle. Ça peut être très lent, surtout. Oui, ça a par ailleurs été très lent, parce qu'ils ont d'abord commencé par être des menaces, puis des adversaires brutaux de Rome, puis ils ont été impliqués de force dans les affaires romaines, puis par goût, puis du fait des menaces que présentaient les migrations des Huns,
ont été eux-mêmes chassés et, à leur grande surprise, ne s'attendant pas à ce que les choses se passent ainsi, ils ont vu les structures de l'Empire romain s'effondrer et ils ont pris le contrôle du territoire. Mais en fait, ils gardaient une énorme admiration pour Rome, oui, bien sûr, dont ils étaient devenus, pour beaucoup d'entre eux, des serviteurs extrêmement actifs et souvent très fidèles. Les plus fidèles d'entre eux, ce sont les Francs. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on est dans une situation qui est un peu curieuse, où au fond, tout le monde regrette d'avoir vu s'effondrer un monde qui, de fait, n'existe plus. Oui. Et qui n'est pas encore remplacé, en fait. On est dans une espèce de no man's land non, on ne sait pas du tout où on va, absolument pas. Hein, lorsque Clovis prend la succession de son père, qui lui-même a eu un petit peu de mal à se maintenir au pouvoir, du fait essentiellement de ses frasques, si on en croit Grégoire de Tours, les choses sont loin d'être très claires, hein, et il a vraisemblablement aucune idée de ce qui va arriver. D'accord. Et alors, comment est-ce que les choses s'organisent? C'est les évêques qui ont une stratégie. Enfin, on imagine assez facilement Saint-Rémy et quelques autres se dire on va latiniser, christianiser ces barbares pour en faire la dernière frontière de la civilisation. Mais est-ce que c'est au cas par cas? Est-ce que c'est une stratégie globale? On a eu tendance à lire les choses pour des raisons qui sont liées au fait qu'on s'y est intéressé essentiellement, disons, entre le Second Empire et la Troisième République, sous l'angle idéologique. Oui. Et donc l'idée, en gros, c'est qu'il y aurait eu un projet qui aurait été pensé par une sorte de camarilla d'évêques, voilà. En fait, on a affaire à des gens qui sont des politiques au sens noble du terme. C'est-à-dire, ils sont pragmatiques, ils essayent de comprendre les choses. Et puis, à un moment, ils font des choix. Le choix le plus célèbre, ça a été, pour Saint-Rémy, de sauter dans la barque franque. Bien sûr. Mais il n'avait aucune certitude de penser ou de croire que ça réussirait. Hein. Ouais. Il se trouve que ça a réussi. D'autres ont tenté avec les Visigoths, et avec les Visigoths, ça a raté. D'autres ont tenté avec les Burgondes, et avec les Burgondes, ça a raté. Bon, Quand vous dites ça a raté, ça a raté... c'est un royaume disparu. Oui, ça a disparu, mais en soi, il y a eu une vraie Espagne visigothique. Ah oui, alors moi j'ai oublié de préciser que j'étudie plus spécialement la Gaule, et c'est vrai que je vous répondais comme si on parlait de la Gaule, mais vous avez parfaitement raison, ça a perduré effectivement avec l'Espagne visigothique jusqu'à l'arrivée des musulmans. Par contre, les Burgondes, ça a disparu. Oui, ça a complètement disparu. Et il en reste la Bourgogne quand même. Oui, voilà. Absolument. On ne va pas faire disparaître les Bourguignons quand même. Et comment est-ce que ces évêques qui tentent plusieurs stratégies, si je puis dire, comment est-ce que ces évêques sont en contact les uns avec les autres? On est dans une société dont la forme est romaine. Ce sont des Romains, on dit parfois gallo-romains, mais en fait ils sont très romanisés. Et ces gens ont des relations épistolaires extrêmement nourries. Les réseaux de communication n'ont pas été du tout détruits. On peut faire flamber une ville, c'est très difficile de faire flamber une voie romaine. Bien sûr. Hein, voilà. Donc les réseaux existent, ils sont très très nourris, et on possède sur cette période, alors qu'elle est quand même très ancienne, énormément de documents. Peu de récits de type historique comme l'œuvre de Grégoire de Tours, si vous voulez, qu'on a appelé à un certain moment l'histoire des Francs, qui en fait s'appelle plutôt les 10 livres d'histoire, même si c'est très centré sur la geste des Francs. Mais on a énormément de ressources. Alors c'est fragmentaire, évidemment, mais enfin, ramener à l'ancienneté de ces sources, c'est tout à fait spectaculaire. Et parmi ces sources, les sources les plus riches et les plus importantes, ce sont les vies de saints sur lesquels j'ai travaillé, et qui montrent bien qu'il existe des réseaux à l'échelle occidentale. Hein. Parce que, par exemple, j'ai fait apparaître dans mes travaux qu'il y a un réseau que j'appelle l'Érino-Arlésien, donc assis sur Arles et les îles de Lérins, qui rayonne jusqu'en Bretagne romaine de l'époque, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle, et sur toute la périphérie gauloise, qui a une très très grande importance pour la compréhension des faits du moment. Et alors, peut-être dernière question sur les documents. Est-ce que les documents les plus travaillés du type Histoire de Saint-Grégoire de Tours ou Vie de Saint elle-même, est-ce que ça s'harmonise bien avec les lettres qu'on a par ailleurs, ou est-ce que c'est deux mondes complètement séparés Non, vous avez un exemple qui illustrera bien les choses, c'est la Vie de Saint-Martin. Bon, lorsque Sulpice Sévère écrit la Vie de Saint-Martin,
Bon, il défend un modèle de sainteté qui va finalement s'imposer. Mais il est accompagné de lettres qui vont très rapidement compléter ce qui a été dit dans la vie. Et puis d'autres traités de Sulpice Sévère qui donneront eux-mêmes naissance à des reprises de la vie de Saint-Martin, même une vie métrique qui sera tentée par la suite, et d'autres formes de témoignages. Et en fait, on a affaire au total, à la fin, à un florilège de sources qui est extrêmement riche. Hein. Et ça n'est pas le seul cas de Saint-Martin. Saint-Césaire d'Arles, qui est un personnage pour moi aussi important, bien qu'un peu moins connu, enfin peut-être même nettement moins connu, a été l'objet d'une vie en deux parties, qui en fait sont deux très très grosses vies. Hein. On a un recueil de ses sermons, c'est très important. Il a écrit des règles monastiques. Donc ouais, on a en fait beaucoup de matériaux. Et pour achever de répondre à votre question, en fait, on s'aperçoit que tout ceci forme un réseau d'informations qui est extrêmement cohérent. C'est-à-dire que l'histoire de Grégoire de Tours, les vies de Grégoire de Tours, les vies de saints, les homélies, les lettres que nous possédons forment une cohérence d'ensemble qui font apparaître une civilisation assez claire à décrypter. D'accord. Et peut-être dernière question, on est au moment où se pose la question, c'est comme ça que la France deviendra la fille aînée de l'Église, on est au moment où se pose la question de l'orthodoxie nicéenne. Est-ce que c'est des débats qui sont puissants dans l'épiscopat ou chez les princes de l'époque, ou est-ce que... Ah oui, très très puissant et tout à fait déterminant. Un autre acquis de mes travaux est de démontrer qu'en fait, à travers les vies de saints, on s'aperçoit que l'on va passer d'une conception métaphysique de l'Église, théologique si vous préférez, voilà, à une conception territoriale. Et c'est très directement lié à la reconquête sur l'arianisme. Ce qui m'amène à avoir un différend avec quelques tentatives de datation du baptême de Clovis tardive, avec lesquelles je suis en désaccord. Je maintiens comme Michel Rouche en fait la date de 499 pour des raisons que j'ai nouvellement apportées et qui montrent que tout ceci est lié profondément à la question arienne. Hein, c'est pas uniquement un problème de la catholicité, un problème interne à la catholicité, c'est bien un problème de survie qui est en cause. Les évêques catholiques, plus que les dirigeants de l'époque, qui ne sont pas des grands théologiens, vous savez, et bien d'autres, hein, sont extrêmement conscients qu'il se joue un combat dans lequel il faudra impérativement qu'un des deux domine, et si possible, eux, le bon. Évidemment. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, cher professeur. Donc, une somme vraiment que je ne saurais trop vous encourager, chers amis téléspectateurs, à vous procurer et à faire connaître. Voilà, sur la sainteté en Gaule, Martyres Pacis, donc chez Classique Garnier, une somme pour connaître les sources de notre civilisation. Retour donc sur le plateau de Terre de Mission. Nous recevons à présent Guillaume Golphin, philosophe. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez aujourd'hui nous présenter une initiative qui commence à avoir déjà 2 ou 3 ans d'existence, peut-être un peu plus, mais qui progresse, qui s'appelle le Collège Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est exactement que le Collège Saint-Germain ? Alors, le Collège Saint-Germain, en tout cas, l'idée, pour l'instant, c'est encore vraiment de l'ordre du projet, hein, plus que d'une réalité vraiment constituée, c'est d'arriver à faire ce que je pourrais appeler de façon générale une école de philosophie, une école supérieure, avec vraiment le soin de centrer cette école sur la dimension de recherche. En sciences philosophiques, en un sens très large. L'idée, c'est de mettre comme colonne vertébrale, en effet, ce qui est vraiment de l'ordre du philosophique, mais en potentiellement incluant tout ce qui peut servir à la recherche de la vérité. Voilà.
D'accord, donc c'est de la philosophie non relativiste, de la philosophie thomiste ou Alors, j'ai mis comme devise ad Christianam doctrinam proferendam. C'est dans l'idée de mettre en avant cette doctrina christiana, je reprends l'expression augustinienne à dessein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression? Chez saint Augustin lui-même, il entend par doctrina christiana l'ensemble des disciplines qui vont servir à l'interprétation des Saintes Écritures. Ouais. Voilà. Alors ça peut être d'ordre de la rhétorique principalement, mais ça peut être de l'ordre du droit, ça peut être de l'ordre de la philosophie aussi. Bon, je reprends cette expression en un sens large, c'est-à-dire pour en effet mettre en avant l'idée que tout ce travail d'ordre philosophique est au service d'une vérité qui est supérieure à la vérité simplement philosophique. C'est l'idée de se remettre au service, bon, c'est le thème de la médiévale, de la servante de la théologie. Je ne suis pas théologien, c'est pas ma vocation. Mais le Collège Saint-Germain a vocation à intégrer de la théologie à terme? Alors, a priori, non. Non, d'accord. A priori, non, mais par contre, à mettre à disposition... En place tous les éléments pour avoir une... Si on arrive à réaliser ce projet, à vraiment retrouver, disons, un questionnement... chrétien sur la dimension profane. Et alors, c'est un peu perdu d'acuité aujourd'hui, mais il y a quelques dizaines d'années, il était très tendance dans l'Église de France en particulier de dire il faut refaire avec Marx, par exemple, ce que saint Thomas a fait avec Aristote. Est-ce que votre projet, c'est de refaire avec Heidegger ce que saint Thomas fait avec Aristote? Non, absolument pas. Oui, ça avait été beaucoup dit par rapport à Marx, par rapport à Hegel aussi, oui, peut-être encore plus. Et il fallait christianiser Hegel comme saint Thomas avait christianisé Aristote. Bon, d'une part, petite remarque, je ne suis pas sûr que saint Thomas ait christianisé Aristote. Enfin, déjà, il y a beaucoup d'interprétations derrière ça. C'est bon, voilà, ça mériterait déjà une discussion en soi. Par ailleurs, on oubliait fortement dans ces controverses-là le fait que Hegel est quand même post-chrétien, si on veut, enfin, ou chrétien à sa manière. Bon, je ne sais pas trop comment il faut le situer. Mais en tout cas, très clairement... En tout cas, justement, il se présente contre saint Thomas et contre une partie de la révélation catholique. Et au nom, enfin, en tout cas, dans certains de ses écrits, bon, ça peut être évolutif, au nom quand même aussi d'un certain christianisme, en tout cas, dans ses écrits de jeunesse au moins. Bon, donc tout ça, c'est non. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit par contre de retrouver, de façon plus simple, je dirais plus humble, un questionnement de type réaliste. Voilà, si je me situe philosophiquement, c'est par rapport au réalisme philosophique. C'est certes la tradition, disons, aristotélico-thomiste, oui, mais à la mode de saint Thomas, qui inclut Aristote, qui inclut aussi beaucoup d'autres auteurs qui ne sont pas Cicéron. Même Platon, il peut parfois en intégrer certains aspects, et pas forcément les moindres. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de non plus dans un éclectisme, voilà, c'est pas ça. C'est intégré dans la recherche de la vérité. Tout ce qui peut être intégré, qui peut servir en effet à des degrés divers, selon les différentes approches, selon des degrés divers aussi de science, on pourrait dire, de connaissances, qui peut servir en effet à la recherche de la vérité, de type philosophique, c'est-à-dire une vérité d'ordre rationnel, naturel. Et alors, du point de vue des matières d'un côté et de la méthode de l'autre, la méthode, c'est quoi? C'est des colloques, des revues, des ouvrages collectifs? Alors, pour l'instant, on est bien d'accord, existe depuis quelques mois la structure associative et l'association sur un plan juridique. Bon, maintenant, il faut la mettre en musique, il faut la faire vivre. Voilà. Dans l'immédiat, par rapport à un calendrier, disons, prévisionnel relativement proche, il faut bien sûr procéder par étapes, et dans l'an prochain, l'idée c'est de continuer à faire ce que j'ai pu faire l'an passé, des séries de conférences. Si je peux faire des cours en plus, reprendre le principe du séminaire qu'on avait commencé il y a quelques années au tout début de cette aventure du Collège Saint-Germain, avec Cyril Brun et Vivien Roche. Bon, c'était la première étape, qui n'a pas été pérennisée. On avait commencé par des séminaires. Bon, si je peux reprendre ça, je dis si, parce qu'il y a plusieurs conditions qui ne sont pas forcément remplies encore aujourd'hui, sur un plan tout à fait pratique, matériel. Mais j'espère que d'ici septembre, octobre, ça sera résolu. Pouvoir mettre ça en place, en effet. À terme, en effet, ça intégrerait la dimension de publication. Enfin, voilà, tout ce qui peut, là aussi, sur un plan des moyens... servir, faire vivre en effet une sorte d'école de pensée
qui se donne pour but de renouer avec une approche réaliste et de refaire. Et donc, dernière question, sur les disciplines, vous êtes plutôt philosophe des sciences Alors moi j'ai en effet un doctorat en philosophie des sciences, je me suis intéressé à la question de la physique au XXe siècle. J'ai par ailleurs pu écrire un petit essai sur la philosophie politique. Bon, comme dans un premier temps en tout cas, ça va beaucoup reposer en effet sur mes propres travaux, mais bien entendu l'idée c'est d'arriver à aussi former, ce sera une équipe. Bon, ça c'est parmi les objectifs premiers qu'il nous faut arriver à remplir, à atteindre. Donc ça pourrait être plus ouvert, mais c'est dans un premier temps, je vais plutôt essayer de centrer sur ces deux aspects de la philosophie que je maîtrise le mieux, philosophie des sciences d'un côté, philosophie politique de l'autre. Voilà, ça fait déjà deux gros chantiers. Mais à terme, la métaphysique est tout à fait la logique bien aussi, entendu. qui est un vrai sujet moderne. Voilà, ce qui serait de l'ordre de la logique, bien entendu. Bref, l'ensemble des disciplines philosophiques, potentiellement, peut-être accueillies, bien entendu. Merci beaucoup, Guillaume. Nous nous retrouvons, chers amis téléspectateurs, dans une semaine. D'ici là, que Dieu nous garde.